Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent à la télévision, à Cube Télé. Vous pouvez voir que j'aborde le nœud papillon de Procure. Bien sûr, c'est un hommage à notre collègue Richard Martineau. Vous le savez, vous l'avez sans doute vu à Tout le monde en parle. Vous l'écoutez dans son émission, dans son émission à Cube. Et depuis une semaine, on sait que notre collègue a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate de stade 1. Il doit se faire opérer demain. Et on voulait profiter de cette occasion pour d'ailleurs lui souhaiter la plus grande des chances. Ça va bien se passer. Richard, ne t'inquiète pas. On devrait lui parler d'ailleurs d'ici une quinzaine de minutes, lui faire un petit coucou. Mais aussi, on voulait en profiter pour avoir cette conversation avec vous. Les gars, partez pas. Restez là. Non. Restez là. Je sais, là. Vous voulez vous en aller, là, parce que, oh là là, non, on parle pas de santé. Bien au contraire, nous allons en parler parce que je veux savoir pourquoi vous voulez pas aller vous faire soigner parfois quand vous avez des symptômes? Pourquoi vous hésitez à aller voir le médecin? Pourquoi c'est toujours votre blonde qui prend le rendez-vous chez le docteur? Pourquoi c'est votre blonde qui dit tu devrais peut-être aller te faire regarder tel petit truc que tu as sur le corps ou tu te sens pas bien, me semble que tu as mal au ventre? Pourquoi? Des fois, je me dis je dois être un petit peu un gars moi-même parce que je me reconnais. Hein? J'en parlais à Mario Dumont. Savez-vous ce que Mario me disait tout à l'heure? Il me disait ouais, mais des fois, on a juste pas le temps. Ben oui, trop occupé pour t'occuper de ta santé. On va en discuter avec des gens que j'aime vraiment beaucoup parce que j'ai eu le plaisir, le grand honneur, le bonheur de les côtoyer au fil des campagnes Procure. D'abord, je vais vous présenter quelqu'un qui est devenu le porte-voix un peu de Procure, puis pas juste un peu, c'est Winston McQuaid, acteur, animateur, survivant du cancer de la prostate, porte-parole de Procure depuis 2005. Winston, grand bonheur de vous avoir. Ben, c'est un réel plaisir, notre rendez-vous annuel. Oui, au moins celui-là. On essaie de décongestionner la peur des hommes. Et la prostate, on y arrive quand même, là. Mais c'est les gars qui sont difficiles à embarquer dans l'affaire. Allez donc, allez-y. Voilà, puis on va en parler. Laurent Prou également est avec moi. Laurent, survivant du cancer de la prostate également, qui est président directeur général de Procure, qui s'en occupe avec le plus grand soin depuis des années. Merci beaucoup d'être là, Laurent. C'est gentil de nous inviter. On aura également tout à l'heure le docteur Thierry Lebeau, qui est un urologue, qui va pouvoir répondre à quelques-unes des questions que vous auriez là-dessus, messieurs. 1-877-827-2346 pour nous joindre directement si vous voulez témoigner en direct, nous parler à Winston, à Laurent. Ne vous gênez pas pour le faire. On est là pour vous écouter et bien sûr par texto isabelle@cube.ca. Parlons un petit peu de vos histoires à tous les deux. Winston. 2003, ouais. À l'automne. J'apprends que j'ai par le biais d'un oncologue de réputation internationale, si on veut, là, celui qui a beaucoup dépoussiéré puis a amené une conscience sociétale autour de ce problème du cancer de la prostate. Il y a énormément de chemin qui a été parcouru depuis. Moi, c'est en 2003, à l'automne. Donc, début de 2004, je suis opéré. Prostatectomie radicale. C'est-à-dire, on enlève tout. Ouais. On enlève tout, on se pose pas de questions, on regarde autour. Et 2 ans plus tard, c'est-à-dire que le cancer est revenu. C'est-à-dire qu'on n'avait pas nettoyé le pourtour de la prostate. Donc là, c'est pas chimiothérapie... radiothérapie pendant 1 mois tous les matins. Puis c'est vraiment... très facile à faire, c'est pas douloureux. Le cancer de la prostate, c'est asymptomatique. Donc, je peux comprendre... C'est ça qui est compliqué, hein? Jusqu'à un certain point, pourquoi les gars se disent, ben oui, mais écoute, quand j'aurai le temps, là, tu sais, comme l'exemple que tu donnais tout à l'heure. Mais il faut le faire de façon plus sérieuse, il faut le suivre de façon annuelle. Parce que c'est le cancer, la forme de cancer la plus répandue chez les hommes au Canada, évidemment à l'exclusion du cancer de la peau, là, autre que le mélanome. On dit que c'est à peu près 20%, Laurent, des cancers masculins. Exact. Dans ton cas, Laurent, toi aussi. Moi, j'ai eu à 48 ans. Oui. 48 ans. C'est jeune. Très jeune, oui. Puis vraiment, honnêtement... Puis t'étais en forme, tu faisais de la course, t'étais marathonien. Totalement, exact. Puis il n'y a aucune raison que
je consulte. La seule raison, c'est que j'avais une assurance sur ma vie parce que j'ai développé une technologie. Et on me forçait à avoir un bilan de santé annuel. Sans ça, je ne l'aurais jamais fait. Ah, ouais. Ouais. Alors, le médecin a vu PSA pas très élevé, mais la croissance, la vélocité de passer de 1 à 3 dans la même année, ça une alerte, biopsie, cancer de la prostate. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et dans ton cas, radical aussi, comme pour Winston? Prostatectomie radicale, oui. Ça fait depuis, ça va faire 15 ans là, que, le mois prochain, là, déjà. Oui, en novembre. Exact. Novembre. Oui. Ouais. Ouais. Pourquoi les hommes ont autant de difficultés, Winston, C'est à aller voir un médecin, à se faire occulter? Évidemment, dans le cas du cancer de la prostate, on a tellement parlé du doigt dans les fesses pour pas de... Bon, c'est un problème, ça, vraiment, encore? C'est encore un problème dans la tête des gens, mais c'est pas un problème quand on passe à l'acte. Tu sais, je veux dire, ça prend 15 secondes. Et, c'est un médecin qui le fait. C'est un médecin qui le fait, c'est ton médecin de famille, la plupart du temps, qui te suit à chaque année. Et là, il se rend compte qu'il y a, à un moment donné, une malformation, des nodules, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a deux choses dont les hommes ont peur. C'est que ça affecte leur sexualité et qu'en même temps, ça remet en question cette espèce de masculinité qu'on véhicule depuis toujours, comprends-tu? Et nous, on est on est capable de tout affronter, confronter, puis de régler le problème. Là, c'est pas le cas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand c'est rendu à un certain niveau, quand l'APS est rendu à un certain dans l'échelle, là, il faut aller voir si vraiment, et on fait des prélèvements, comme tu mentionnais tout à l'heure. Mais si tu fais pas de prise de sang, tu le sais pas. Là. C'est une combinaison des deux. Il faut Voilà. faire les deux. Si moi, j'avais pas au toucher rectal, j'avais pas de c'est rien, c'est vraiment l'APS qui a déterminé. Ensuite, la biopsie a déterminé que j'avais 2 zones sur 12 qui étaient affectées. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que c'est asymptomatique. Exact. Il n'y a pas de douleur. Des signes, mais je veux dire, c'est pas tous les signes qui sont nécessairement problématiques. Le fait d'aller réunir souvent, le fait d'avoir c'est des signes qui, de toute façon, du sang dans les urines, c'est des signes que, de toute façon, on devrait consulter, même si c'est pas un cancer de la prostate. Puis je pense qu'il y a une raison aussi. Des hommes, les femmes sont à partir du début de la puberté, ils vont consulter un gynécologue, etc. Ce que les gars ne font pas. Puis moi, je m'étais dit, probablement que les hommes plus jeunes ont pas ce problème-là. Puis on a eu à traiter avec des gens qui souffraient du cancer testiculaire, un homme de 30 ans, qui n'avait pas dit à sa famille, qui n'avait rien dit pendant 2 ans. Fait que le tabou, il persiste. Il n'est pas juste des hommes âgés qui ont eu le cancer. Même les hommes jeunes qui ont eu un cancer testiculaire ont ce même genre de tabou-là. Et Winston parlait de masculinité et que c'était le terrain de votre masculinité. C'est pour pas faire un mauvais jeu de mots, c'est les organes de la masculinité, les testicules, puis la prostate, le pénis, tout ce qui se situe dans cette zone-là. Oui. Les gars ont de la misère à gérer ça? Les gars sont sensibles. Hein. On dirait pas que... on peut dire ça des gars aussi. Sont sensibles à ces... assez possible. On sait qu'il va y avoir une période de temps. C'est une atteinte à la masculinité? Oui, d'une certaine façon. Je pense que oui. Puis je pense que la performance aussi. On dit un homme qui est performant ou quelqu'un qui est performant. Donc, on associe beaucoup ça au cancer de la prostate. Puis moi, c'était une de mes missions de dire, la vie n'arrête pas après un cancer de la prostate. On peut continuer à faire des choses, on peut continuer à être en forme, puis c'est pas nécessairement, c'est pas un problème. Là, jusqu'où ça change la vie, Laurent? Je pense qu'à vie sexuelle. À court terme, c'est sûr que ça change. C'est sûr qu'à court terme, ça change de vie. M. Martineau va avoir une opération. C'est pas demain matin. Là, on fait un pas en avant, 3 pas en arrière. C'est ça qu'on va vivre dans les 6-12 prochains mois. Puis à cet égard, la dysfonction érectile liée au cancer de la prostate, c'est pas couvert par les assurances. Donc, un homme qui souffre d'une dysfonction érectile suite à un traitement... C'est pas couvert? C'est pas couvert. Donc, on prend que pour acquis que... Mais voyons donc. Non. Il y a eu des représentations de Laurent à l'Assemblée nationale. On s'est rapproché beaucoup de l'instance politique, si on veut, pour faire avancer les choses sur ce plan-là, mais ça n'a pas encore bougé, malheureusement. Non, puis c'est aussi parce que c'est lié au plaisir. Puis on associe ça au plaisir, donc c'est pas nécessairement très important qu'un homme... Mais ça affecte quand même le niveau psychologique. La dysfonction érectile. Alors, c'est une fonction humaine. Hein? Exact. Ouais. Mais c'est pas considéré. Alors que la reconstruction mammaire... Mais c'est mammaire, un jugement de dire que c'est... Absolument. Moi, je trouve que c'en est un. De dire que c'est une fonction de plaisir d'abord. Absolument.
Puis après tout, le plaisir, si t'as plus de fun dans la vie... Ben, il y a des hommes pour qui c'est dramatique. Ouais. Exact. Il y a des gens pour qui il faut faire n'importe quoi sauf enlever la prostate. Comment est-ce qu'on peut régler le problème autrement? C'est ça. Il n'y en a pas d'autre façon de régler le problème. Quand tu as un cancer de la prostate, tu fais soit une prostatectomie ou il y a d'autres types, il y a 3 ou 4 façons de gérer la chose, de confronter la chose. Et ça a beaucoup évolué aussi depuis. Moi, ça fait 15 ans à peu près là, que je suis porte-parole. Oui. Et j'ai été témoin de l'évolution scientifique de l'approche. L'approche scientifique a évolué énormément. Puis on en parlera tout à l'heure avec le docteur, l'urologue. Là. On a justement, vous parlez des différentes façons de gérer ça. Notre collègue Richard Martineau qui est avec nous. Bonjour Richard. Salut. Merci de prendre le temps de nous parler, Richard, à la veille de ton opération. Vraiment, écoute. Merci de parler de ça et d'avoir des invités. Puis c'est super important parce que les gars, on est boqués, on est mal fait, on est niaiseux, on va pas se faire tester parce qu'on a peur de se faire rentrer un doigt dans le cul. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, tu penses? On parlait de la masculinité, comme quoi c'était le siège aussi de la masculinité. Totalement. Les organes génitaux, les organes reproducteurs masculins comme féminins, d'ailleurs. Je veux dire, on pourrait, tu sais, pour les femmes qui ont le cancer du sein, c'est la même réflexion. Et c'est terrible parce que on le perçoit comme une atteinte à notre féminité, alors que ça ne définit pas une femme. Une femme est beaucoup plus que ses seins. Un homme est beaucoup plus que sa prostate. Je rassure tout le monde là-dessus, si vous en avez des doutes. Mais toi, tu as décidé quand même d'y aller de front. De front, c'est-à-dire te dis, allez, vous m'enlevez tout ça. Tu y as pensé longtemps, Richard? Ou ça a été une décision là, vraiment impulsive là, dans le cabinet du médecin? Tu t'es dit, regarde, on n'ira pas par 4 chemins, il faut faire ce qu'il faut. Ah non, mais tout de suite, tu sais, de toute façon, il dit, écoute, t'as des cellules cancéreuses en haut, en bas, à gauche, à droite, partout, il y en avait partout. Heureusement, aucune cellule cancéreuse était sortie de la prostate. J'ai pas de métastase, mais il a dit, bon, il faut faire la radio, mais tu sais, de la radio, c'est plusieurs étapes, t'es pas sûr de brûler... tu sais, comme disait Winston tantôt, à un moment donné, là, tu l'enlèves puis ça vient de finir. J'ai pas hésité une seconde. Je dis, regarde, là, je veux pas niaiser avec ça. Ma vie est plus importante que n'importe quoi. Et après ça, ben écoute, il y a des risques, on verra. Au jour le jour, on verra. Peut-être que je vais être correct et que mon papa va être en pleine forme. Peut-être que non. On verra ça. Mais tu sais, ça va chercher quelque chose d'archaïque, de profond, là, presque de néandertal dans l'être humain, là, tu sais, c'est ta force de volonté, là, tes capacités rectiles, là, ça fait partie de toi, là, c'est comme un homme qui se retrouve sans travail, là, et tu sais, c'est comme il est comme amputé de quelque chose d'important, donc il faut en parler. Mais moi, j'ai choisi l'humour parce que je pense que les gars, on est comme ça. Voilà. On parle entre nous autres. Quand on est entre nous autres, on prend une bière, on parle de choses graves sur le mode humoristique, comme genre, tu sais, ça me touche pas tant que ça, puis je suis au-delà de tout ça, puis etc. Ben oui, t'as dit, on la vendra sur Kijiji. T'as dit, on va la vendre, ma prostate, sur Kijiji. Je pense pas que t'aies beaucoup d'acheteurs. Je pense pas que t'aies beaucoup d'acheteurs. Un autre facteur. On rit de ça pour cacher notre vulnérabilité. Ouais. Exactement. C'est ça. Winston, vous voulez parler à Richard? Vous voulez lui dire un petit mot? Il y a un autre facteur qui entre en ligne de compte, c'est un autre... On dirait que j'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Un autre facteur, c'est le fait qu'on perd le contrôle sur l'urine comme telle. Tu sais, je veux dire, il y a de l'incontinence. Il y a de l'incontinence qui va durer, ça dépend des gens, puis ça dépend de la façon dont ça a été fait aussi, mais généralement, on peut penser à 1 mois. Tu sais, où il faut, dans la première semaine, on se promène avec un petit sac, puis on récolte l'urine de cette façon-là, mais ça continue. Et moi, c'est revenu, cette incontinence-là, il y a quelques années, après un cancer de la vessie, qui est maintenant guéri, mais il demeure que c'est moche. Quand tu es pris avec ça, puis à un moment donné, tu as 65 ans, ou 81, ou 45, et tu es pris avec ce problème-là, donc il faut que tu portes des tampons, il faut que tu portes une protection. Mais ça m'arrive des fois dans mes chroniques de parler d'un humoriste en disant il est tellement drôle, on se pisse dessus, mais là, ça va vraiment être vrai. Là. Qu'est-ce qu'on t'a expliqué de ce que tu allais vivre au cours des prochaines semaines, Richard? Qu'est-ce qu'on t'a expliqué? Pour l'incontinence, je veux rien que revenir là-dessus. L'incontinence puis les tests, là, le toucher rectal. Oui. Regarde les femmes. Les femmes, à partir de quoi? 13 ans, vous êtes habitués de mettre vos pieds dans l'étrier, le spéculum, etc. Vous en faites pas un plat. Ça fait partie de ça. Puis je vais te dire, il n'y a personne qui nous demande comment on vit ça. Là. Ouais.
les femmes qui ont accouché, on le sait, ont des problèmes aussi un peu, ont pas le même, ont des problèmes d'incontinence, partent à tousser ou partent à rire, puis bon, il y a quelques gouttes d'urine qui se retrouvent dans leur pantalon parce que l'accouchement a changé quelque chose. Là, donc, et les filles se plaignent pas de ça. Là, tu sais, c'est comme souvent les gars, on dit que la femme est le sexe faible, mais je trouve que des fois, c'est les hommes le sexe faible. C'est bien dit, ça. C'est très bien dit. Je n'ai aucun commentaire d'opposition ici. Puis Je les suis gars, complètement là, d'accord. quand on a une grippe, les gars, on n'appelle pas ça une grippe d'homme pour rien, Ben comprends-tu? Alors que les femmes, très souvent, continuent à s'occuper de ses enfants, vont travailler, etc., puis il y a un problème aussi, là. Mais... Pensez-vous qu'on est élevé différemment là-dessus? Richard? Oui, je pense que les femmes sont plus fortes. Les femmes sont, je sais pas, les femmes vivent dans leur corps. Les gars, comme je le dis, là, vous êtes habitués d'aller régulièrement chez le gynéco. Moins maintenant, quand même. Gars, non, tu sais, notre corps, c'est comme notre ennemi quasiment, alors que vous, le corps des femmes, par les menstruations que vous avez chaque mois, vous vivez avec votre corps, puis tout ça. Nous autres, on dirait qu'on est dans notre tête, là. Puis quand on a des problèmes de corps, c'est quoi cette patente-là? C'est quoi cette mécanique-là? C'est un peu bizarre, mais qu'est-ce que tu veux? Je trouve que c'est par l'humour qu'on peut désamorcer un peu cette affaire-là, puis de rappeler tout le temps aux gars, allez vous faire tester. Quand il y a un problème dans votre auto, vous sentez un problème dans votre char, il y a un bruit bizarre, vous n'hésitez pas, vous allez au garage. Ben la même question d'affaire. C'est notre véhicule, ça, pour nous transporter, notre corps. Fait que s'il y a un bruit bizarre, ben allez chez le garagiste. Oui, parce que c'est quand même, au-delà, il y a le cancer de la prostate, mais il y a le mot en C, le mot cancer reste une épreuve à traverser, Richard. Et puis, c'est bien de le faire avec humour, puis ça devient un véhicule formidable pour passer plein d'émotions qu'on ne sait pas trop gérer quand ça nous arrive, mais juste la nouvelle de se faire dire « t'as le cancer », ça a dû être un choc terrible. Oui, parce que moi, je suis invulnérable. J'ai la couenne dure, puis je me fais ramasser ces médias sociaux et je pense à travers et je suis debout et rien ne m'atteint. Puis c'est un peu, je suis l'homme d'affaires dans ma tête là. Ouais. Et là, tu dis non, regardons ça peut me toucher moi aussi. Je suis, cela dit, chanceux. Il y a des gens qui nous écoutent qui sont beaucoup plus mal en point que moi. Je le sais. Moi, je vais porter une sonde et avec un petit sac qui va ramasser mon urine pendant 10 jours. Il y a des gens qui sont pognés avec ça à vie. Ouais. Il y a des gens qui ont perdu des proches avec un cancer ou qui ont appris qu'il y avait un cancer de stade 4. Moi, c'est stade 1. Il faut mettre les choses en perspective aussi. Mais seulement dire aux gars, parce qu'on était traumatisés par Carl Tremblay, qui est mort d'un cancer de la prostate, seulement dire aux gars, c'était un cancer atypique, Carl Tremblay. La plupart des cancers, 90% des cancers, on peut les soigner. N'ayez pas peur. T'as fait ta recherche, Richard. Surtout si diagnostiqué à temps. Laurent? Oui, Laurent? Surtout si on est diagnostiqué à temps. Alors, c'est important, on revient de se faire diagnostiquer, ça devient... important. Oui, exactement. En même temps, tu dis, Richard, c'est stade 1, donc c'est une chance parce que ça aurait pu être pire, effectivement, mais en même temps, quand tu le décris, tu dis, j'ai du cancer autour, partout, il faut l'enlever. T'as posé des questions à ton médecin justement pour savoir le stade 1, comment on peut dire c'est stade 1, puis en même temps qu'il faille choisir la version radicale de l'opération. C'est bizarre, ça a l'air contradictoire, là, mais il m'a dit, écoute, il n'est pas agressif, c'est rien qu'avec le temps, j'ai tardé à me faire tester, et donc il y a eu le temps de proliférer dans ma prostate. Heureusement, il n'est pas sorti de ma prostate, c'est ça. Donc, mais il a dit s'il est précoce, puis il est pas agressif. Écoute, mais cela dit, il va falloir que je me fasse tester pour voir si effectivement il n'y a pas des cellules cancéreuses qui sont sorties de ma prostate. C'est pas gagné d'avance. C'est pas parce que tu l'enlèves que tu es guéri, là. Absolument pas. C'était mon cas, Richard, parce qu'en 2003, quand ils l'ont enlevé, moi, j'étais convaincu que Josh Taguchi, qui était mon neuro-oncologue à l'époque, de 73 ans, un homme qui avait beaucoup, beaucoup d'expérience, pour lui, c'était réglé, là. Mais 2 ans plus tard, ça s'est représenté, puis là, il a fallu passer à autre chose. Et puis une autre forme de... Mais
il demeure que ta présence parmi les ambassadeurs. Oui, j'allais y venir. Tu deviens ça. Tu vas te rendre compte que les gens vont t'aborder et te parler de la chose, surtout les hommes, mais aussi parfois les femmes. Et quand on donne des formations ou on donne des conférences, par exemple, on s'adresse autant, et ça vaut pour l'oncologue, pour l'urologue, on s'adresse aux femmes aussi. Parce qu'on revient à la conversation qu'on avait tout à l'heure, où les femmes, on se pousse dans le dos. Oui, c'est souvent, c'est ça. c'est souvent Alors, faut partager aussi l'information qu'on a et s'entourer de gens qui vont nous supporter là-dedans en même temps. Oui, et écoute, les gars veulent en parler. Je suis allé voir un concert de rock voisine, puis un monsieur qui m'a vu, puis il a dit Richard, je me suis fait enlever la prostate, puis je bande encore. Super fort. Il y a tout le monde. Bienvenue dans le club. Bon, ben tu vois, ça va te mettre de bonne humeur, Richard. Tu vois, là, tout est sauf. Ben écoute, sinon, si j'ai un problème, je sais pas, on a toujours dit que j'ai la langue bien pendue, mais ça servira quelque chose. Il y a plein d'autres façons. De se servir de sa langue, voilà. tu veux dire. Et Laurent, donc, Richard Martineau, nouvel ambassadeur Procure. On est très fiers, je veux dire, il est passé dimanche, tout le monde en parle. Merci Winston. Merci à Winston pour tout le travail que tu as fait aussi depuis des années là-dessus. Écoute, si c'est pour en arriver là où on en est et que quelqu'un d'aussi connu et de visuellement accessible par tout le monde. Qui a une notoriété au Québec, comme Richard. Une notoriété, ça devient très important de mais tu sais, Winston, je ne veux pas te retourner nécessairement le compliment, mais c'est vrai, tu sais, Winston, c'est un beau bonhomme. Là. Tu sais, Winston, c'est un homme avec un H majuscule. Puis il est viril, Winston. Là, tu sais, là, puis les femmes le regardaient avec les yeux, avec des éclats dans les yeux. Et encore! Et encore! C'est gênant ici, là. Que lui, Winston, tu sais, il aurait pu se protéger en disant non. Mais que lui en a parlé ouvertement, ça ouvre des portes en Christie. C'est le cas de Jean Pagé. Je ramène le nom de Jean Pagé sur la reine. Il faut d'abord rappeler que Jean est décédé du cancer de la prostate, qui était rendu à un stade vraiment où il a tout fait. Il a été l'objet aussi où la personne sur qui on a essayé des nouveaux traitements, des nouvelles façons de régler comment vivre avec le cancer de la prostate. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand le cancer était tellement bien installé, il n'y a pas vraiment d'autre chose à faire. 23 ans quand même. C'est ça. Puis merci de rappeler Jean Pagé, Winston. Merci parce que je pense qu'on s'est tous embarqués dans cette affaire de Procure, beaucoup en hommage à Jean Pagé, qu'on a tous côtoyé, avec qui on a travaillé, qui était un homme formidable et un grand ambassadeur. Et un grand ami de Laurent aussi, il faut dire. Des motards. Les moteurs Richard, on t'embrasse fort. Merci. Écoute, je suis sûre que tu vas recevoir plein d'autres parce que là, Richard a reçu des centaines de courriels d'encouragement, de textos de la part des auditeurs. Il y a une grande chaîne d'amour et d'affection derrière toi, Richard. Fait que tu t'en vas pas tout seul demain. On va tous être derrière toi. Puis ça donne l'occasion surtout de pouvoir en discuter avec les auditeurs. Merci beaucoup. Avant que je quitte, Winston veut dire un truc avant de partir. C'est que Josh Taguchi, qui est l'urologue dont je parlais tout à l'heure, m'a dit à un moment donné, parce que je lui ai posé la question, quand je vais reprendre, quand je vais avoir la possibilité d'avoir une érection, il dit, écoute, un bon jour, peut-être dans 6 mois, et effectivement, ça s'est passé. Il me dit, dans 6 mois, le soleil va se lever avec toi un bon matin. Alors, celle-là, j'ai trouvé plutôt sympathique. Là. Et c'est effectivement arrivé 6 mois plus tard, je retrouvais une fonction érectile. Bon, voilà. Et voilà. Cela est dit. Merci beaucoup, Richard. Merci bien. Je te laisse aller à la préparation de ton émission de cet après-midi. Richard. On va être à l'écoute, bien sûr. J'ai plein de textos de la part des auditeurs et on va parler tout de suite au docteur Thierry Lebeau, urologue, chef de service d'urologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Bonjour, docteur Lebeau. Bonjour, Mme Maréchal. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à quelques questions. Il y a des auditeurs qui disent je n'ai pas de médecin de famille. Avec le 8-1, je ne peux pas avoir d'examen de routine pour savoir si tout est correct. Que peuvent faire les hommes qui nous écoutent, docteur Lebeau, des hommes qui auraient envie de se faire tester parce qu'ils ont un certain âge? Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on doit s'interroger sur sa prostate et se faire voir? Il y a différentes choses. Dans un contexte de dépistage, c'est-à-dire que quand on recherche une maladie comme un cancer de la prostate, c'est vraiment une question d'âge et une question d'hérédité. Alors, généralement, les hommes entre 50 et 70 ans ou les gens qui ont des antécédents familiaux
en particulier sont plus à risque de développer un cancer de la prostate. Donc ça, c'est des gens chez qui le dépistage devrait être ciblé de façon un peu plus précise. Souvent, en fait, ce qui inquiète les gens qui vieillissent, les hommes qui vieillissent, c'est qu'ils ont de plus en plus de symptômes urinaires. Puis ça les inquiète beaucoup par rapport au cancer de la prostate. Très généralement, le cancer de la prostate en bas âge se présente sans symptômes. Alors ça, c'est déjà quelque chose qui peut rassurer les gens. Maintenant, pour ce qui est de l'accès à la première ligne et du dépistage lui-même, c'est certain que le 811, ça reste malheureusement la seule avenue qu'on peut avoir actuellement. Là, on souhaite tous un système qui nous permet de plus facilement être pris en charge. Mais ça, j'ai pas de réponse malheureusement à votre question. Je peux vous dire par contre qu'il y a des sites web comme ceux dont vous avez parlé, là, comme Procure en particulier, Oui. Qui sont souvent très informatifs, là, sans permettre de faire des tests qui permettent à répondre à beaucoup de questions sans avoir accès à un urologue. Ouais. Avant 40 ans, donc, les hommes n'ont pas à s'inquiéter, Dr Lebeau. Ouais, avant 40 ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles, là, c'est vraiment pas une inquiétude qu'on devrait avoir pour le cancer de la prostate. Dans la quarantaine, ça reste une maladie qui est extrêmement rare. Là, vous avez peut-être évoqué le cas malheureux de Carl Tremblay. Oui. C'est vraiment pas des maladies qui sont classiques. C'est même pas des gens qu'on dépiste de façon routinière. Quand on est très agressif, entre guillemets, dans le dépistage, on peut faire des tests de PSA et des examens dans la quarantaine. Mais très généralement, on suggère de commencer après 50 ans. Ouais. Et il y a beaucoup de controverses sur tout ce qui entoure le dépistage. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'écrit, un gars qui dit, moi, j'ai pas de problème. C'est Emmanuel, 53 ans. Il dit, j'ai pas de problème avec l'examen rectal. Le problème, c'est que mon médecin me dit que c'est pas nécessaire, que juste la prise de sang, c'est suffisant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est déjà mieux que rien, j'ai envie de vous dire. C'est pas vrai que ça remplace systématiquement l'examen physique, là, c'est-à-dire l'examen de la prostate. Mais quand on a un PSA qui est normal, ça diminue de façon très significative la probabilité d'avoir un cancer. Quand on fait du dépistage, on devrait suggérer d'examiner la prostate en même temps, mais ça reste des situations assez rares où le PSA est normal ou très rassurant puis qu'on trouve un cancer. Quoique ce soit pas impossible. Après, il y a une controverse effectivement dans le dépistage du cancer de la prostate. Il faut comprendre que le dépistage, là, on voudrait faire du dépistage ciblé en cancer de la prostate, c'est-à-dire identifier les gens qui vont en bénéficier, soit à cause de leur âge ou de leurs antécédents ou de leur risque de développer la maladie. On suggère pas de le faire à tous les messieurs qui rentrent dans un bureau de médecin. Auquel cas, ça mènerait à beaucoup d'examens qui sont pas nécessairement utiles puis qui créent plus de détresse que d'autres choses. Oui, parce qu'il y a eu une histoire de faux positifs, c'est-à-dire que on mesurait le taux d'APS dans le sang, ce qui était pas forcément efficace à 100% parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait parfois des résultats de faux positifs. C'est ça, Dr Lebeau? Oui, c'est un peu plus subtil que ça. Le PSA, je dis souvent à mes patients que c'est pas comme un test de grossesse. C'est pas parce que c'est élevé qu'on est enceinte. Ouais. Donc, le PSA, il peut être élevé pour plein d'autres raisons. Il peut être élevé parce qu'on a une grosse prostate. Il peut être élevé parce qu'on a une infection de la prostate, parce qu'on a eu des interventions chirurgicales. Donc, il faut mettre les choses en perspective. C'est un test qui est assez peu spécifique, mais qui est relativement sensible quand il est bien utilisé. Donc, il ne faut pas nécessairement partir en peur parce qu'on a un PSA qui est élevé, mais il faut savoir bien le prendre en charge. Quand on parle du débat du dépistage, moi, j'aime bien recentrer ça. En fait, trouver des cancers de la prostate, c'est une chose. La grande controverse qu'on a comme urologue, c'est qu'est-ce qu'on fait du cancer de la prostate. Il y a des cancers qu'on arrive à prendre en charge, à guérir très rapidement, mais il y a des cancers aussi qu'on observe. C'est une maladie qui est étrange, qui est parfois indolente, c'est-à-dire qui progresse très lentement. Puis une chose qu'on propose fréquemment à nos patients, c'est de pas les opérer ou leur faire des traitements de radiothérapie, encore moins de chimiothérapie, mais plutôt de les observer dans le temps pour repousser le moment où on devra les traiter sans prendre de risque qui est pas raisonnable. Exact. Ouais. Il faut rappeler que le cancer de la prostate, c'est une maladie qui évolue lentement, qui a des très, très, très bons taux de guérir, finalement, de guérison. C'est tout à fait guérissable quand on la détecte à un stade précoce. Il y a 5 ans, on avait fait une entrevue, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Dr Lebeau, mais à l'époque, on disait qu'il y avait 12 hommes qui reçoivent un diagnostic tous les jours au Québec. Aujourd'hui, c'est 19. C'est bien ça, les chiffres? C'est ce problème de statistique avec la Statistique Québec qui était en retard depuis 2010. Donc OK, parce que je me disais, c'est intéressant s'il y en a plus, c'est peut-être parce qu'on les dépiste plus. Ma question, c'est justement ça. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui de cancer de la prostate? Est-ce que c'est parce que les hommes vont quand même plus se faire dépister? Comment ça explique? Ou c'est parce que c'est une erreur statistique, une anomalie? C'est une erreur statistique. Laurent, les statistiques n'étaient pas à jour. Là. On partait donc, le 12 était sous-évalué, c'est ça? C'est ça. C'était une projection à partir de données qui étaient de 2010. Quand on a sorti les statistiques en 2019, là, on est presque à jour. On est peut-être à 2 ans. Là, on établit que c'était 6500 par année. Là, donc, c'est à peu près 18 par jour. Oh, wow, OK. Dr Lebeau, oui?
Oui, en fait, tout à fait. Là, c'est un billet de dépistage et de statistiques. Là. C'est pas parce que le cancer est plus fréquent ou parce que l'environnement fait qu'il y en a plus. Je dis aussi parfois à mes patients que la meilleure façon d'être malade, entre guillemets, c'est encore d'aller chez le médecin. On n'a pas de cancer de la prostate si on n'a pas de dépistage. Dis pas ça, déjà qu'ils y vont pas. Mais non, voyons, docteur Lebeau, une demi-heure qu'on travaille fort pour que les gars y aillent, puis là, vous nous dites, le mieux, c'est de pas aller voir ton médecin si tu veux pas être malade. Je viens de m'étouffer avec mon café. Mais plus sérieusement, docteur Lebeau, en vous laissant aller, est-ce qu'effectivement, vous avez trouvé, vous, la raison pour laquelle les hommes ont de la difficulté à aller voir leur médecin? Pourquoi? C'est vrai, on le dit souvent en boutade, mais ça reste quand même une réalité. Les gars ont de la difficulté à prendre le téléphone, appeler leur médecin puis dire, écoute, j'aimerais ça. Les hommes après 50 ans, on s'entend, ça serait une bonne idée d'aller vous faire tester pour la prostate. Mais plus largement, les gars et la maladie, c'est pas forcément quelque chose de facile. J'ai une très forte clientèle d'hommes dans ma clinique. Je peux pas dire que c'est une chose que je constate. Là, je pense que les hommes s'ouvrent assez facilement. Je pense avec un peu de philosophie, malheureusement, ce qu'on doit dire, c'est que les gens ont de la difficulté à consulter, point. Ouais. S'il y avait un accès plus facile à un médecin de famille, qu'on était capable de parler de la santé en général, c'est certain que le dépistage s'en trouverait amélioré. Je pense que c'est un peu stigmatisé le fait que les hommes consultent pas ou parlent pas facilement de ça. Vous passeriez la journée avec moi, puis j'ai des discussions quand même assez intimes et assez facilement avec la très grande majorité de mes patients. Ouais. Donc, je pense que c'est malheureusement un problème d'accès beaucoup plus que de volonté des patients d'être dépistés ou pas. Mais il faudrait dire aussi qu'il y a eu depuis plusieurs années une évolution sur ce plan-là. C'est-à-dire que l'ensemble des médecins omnipraticiens qui avaient cette information n'étaient pas comme nécessairement axés sur « on va s'occuper de la prostate ». Maintenant, l'information a beaucoup évolué. Et puis scientifiquement aussi, je pense, docteur, qu'il y a eu des évolutions quand même, une évolution assez extraordinaire en ce qui me concerne, en tout cas. Si j'apprenais que j'avais le cancer de la prostate aujourd'hui plutôt qu'en 2003, peut-être que mes options, qui étaient moins nombreuses, j'aurais décidé d'attendre un petit peu plus en étant convaincu qu'il y a quelque chose qui se passe, mais pas nécessairement d'intervenir. On peut étirer l'intervention et conserver de cette façon-là une activité sexuelle c'est ça, c'est pas, c'est pas forcément obligatoire de se faire tout enlever, docteur Lebeau. Ça dépend de... ça dépend beaucoup des maladies plus que de la volonté des patients. Exact. Il y a des gens chez qui c'est pas du tout une option de faire de l'observation. Quand elle l'est, on le propose systématiquement. Mais je pense effectivement que ce que j'explique à mes patients, puis souvent quand on leur explique un diagnostic comme ça, on voit quand même le nuage dans les yeux, qu'on a l'impression que personne nous écoute. Ouais. Ce que je leur dis, c'est qu'on va les accompagner, qu'on a l'habitude de faire ça, qu'il y a des ressources, puis je les rassure souvent aussi quand c'est possible, en fait, que la maladie évolue pas très rapidement, puis qu'on a l'occasion d'aller chercher de l'information, de comprendre ce qui se passe, puis de choisir un traitement qui est un peu à la carte, en fait. On met pas les gens dans des boîtes, on s'assure plutôt de trouver le meilleur traitement pour chaque personne. Oui, voilà, mais on parlait de l'accès, puis on va se laisser là-dessus. Il y a un auditeur qui me dit, moi, j'ai une femme médecin de famille et en 30 ans, elle ne m'a jamais fait le test par toucher rectal. J'ai 63 ans. Est-ce que vous pensez, on a beaucoup parlé de la féminisation de la médecine. C'est vrai que beaucoup de médecins de famille sont des femmes médecins. Est-ce qu'il y a une plus grande gêne, vous diriez, de la part d'un homme, avoir une femme qui lui ferait ce test-là? Est-ce que le toucher rectal, c'est à chaque fois nécessaire? Ça peut être aussi une autre question. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a cette espèce peut-être de gêne aussi par rapport à sa médecin? J'ai du mal à penser que oui. Je pense que après la médecine évolue. Même en urologie, il y a une très forte proportion de femmes aujourd'hui qui, il y a même 20 ans, étaient beaucoup moindres. Là. Je peux pas vous dire en pourcentage, mais alors que c'est relativement marginal à l'époque. Maintenant, il y a une majorité de filles dans des programmes de résidence. Donc, je pense que c'est un facteur qui est probablement pas si important que ça. Évidemment, on ne peut pas faire du cas par cas pour le patient qui nous écrit. Ouais. Peut-être que ce monsieur-là a des prises de sang qui sont complètement normales aussi depuis 20 ans. Et que c'était pas nécessaire. Ça justifie qu'il n'y ait pas d'examen qui soit fait. Ouais. Mais encore là, on peut pas s'ajuster. On peut pas répondre à cette question sans plus de détails. Voilà. Merci beaucoup, Dr Thierry Lebeau, urologue, chef de service d'urologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. On parlait d'accès quand même. Je ne veux pas repartir tout le débat sur l'accessibilité aux médecins spécialistes, mais combien de temps ça prend pour un rendez-vous en urologie? Ça dépend de la raison. Il y a toutes sortes de choses dans nos bureaux, puis ça dépend aussi des régions.
Fait que les situations urgentes, j'ai envie de vous dire, dans notre système sont généralement prises en charge assez bien et assez rapidement. Sur la Côte-Nord maintenant, aussi? il y a 2 goulots Pardon? Sur la Côte-Nord aussi? En fait, sur la Côte-Nord, il n'y a pas d'urologues qui sont référés ailleurs, mais les vraies situations urgentes en médecine spécialisée, que ce soit d'urologie ou autre, sont généralement prises en charge dans des délais qui ont à peu près de l'allure. Il y a plusieurs goulots d'étranglement. Là. Il y a l'accès à l'urologue initialement, mais il y a toute l'investigation dont vous avez peut-être déjà parlé. Puis après ça, une fois qu'on a vu les patients qu'on doit ou qu'on veut les opérer, ben là, il faut encore trouver un accès à ce moment-là. Ouais. C'est très problématique là, par les temps qui courent, mais l'accès à un urologue pour une situation urgente est relativement bon. Là. D'accord. Ben, ça nous rassure. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps, Dr Thierry Lebeau, donc chef de service d'urologie à Maisonneuve-Rosemont. Merci beaucoup, Winston McQuaid. Ben, c'est toujours un plaisir. Merci. Et on va te voir aborder le magnifique nœud papillon de Procure, parce qu'on est en octobre, mais on peut déjà le porter pour notre ami Richard, et aussi parce que novembre, c'est novembre, fait que ça veut dire une longue période de campagne de financement pour Procure. Laurent doit être content, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on peut se le procurer? Disponible en ligne. Oui. Puis dans les magasins Ernest, il y a des boutiques. Allez sur le site, vous allez pouvoir voir. Il est magnifique. Ouais, et qui l'a fait cette année? C'est Dubuc. C'est Dubuc, toujours. Oui. Inspiration des cowboys fringants. Si vous regardez le mouchoir, vous allez voir, il y a un design de nœud de cowboy dessus. Oui, et c'est tellement une belle façon de nous permettre de mettre cette chanson. On voulait justement mettre les cowboys fringants pour me... Merci à tous les deux. Merci bien. On se retrouve à l'affaire Papillon. Oui, parfait.